Merci, rebonjour à tous. Donc aujourd'hui, le Serializer Symfony représenté par cette magnifique moulinette d'une génération, c'est pas du V4 encore. Donc Kevin, qui travaille chez letiel.coop, membre de la core team Symfony, donc je maintiens pas mal de composants, dont le Serializer, dont je vais pouvoir vous parler, et créateur d'API Platform, effectivement, dont je vous parlerai demain matin si vous avez encore le courage de me supporter. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur GitHub en utilisant le même login, c'est assez facile. Letiel.coop, c'est une société de services qui est basée à Lille et à Paris. On fait du PHP, sans quoi on ne serait pas là. On fait aussi, c'est mieux comme ça, non? Ouais. On fait du PHP sans qu'on ne serait pas là, on fait aussi du Symfony, de l'API Platform. On a une grosse équipe JS qui fait du React, du Vue, du Node. On fait du Go, on fait plein de trucs sympas, on cherche plein de gens. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez bosser chez nous. Et on a une petite particularité, c'est qu'on est une SCOP, une société coopérative, ce qui signifie que toutes les décisions sont prises démocratiquement et que l'ensemble des bénéfices en fin d'année sont partagés à part égale entre tous les coopérateurs. Voilà. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi un serializer et à quoi ça sert? Alors, ça, c'est un extrait de la doc de Symfony qui a l'avantage d'être assez complète sur ce composant, même si malheureusement tout n'est pas encore 100% documenté. Du coup, un serializer, c'est un composant qui va transformer des objets natifs du langage de programmation qu'on va utiliser. Donc en PHP, ça peut être typiquement des objets PHP. Ça va aussi fonctionner avec des tableaux associatifs dans PHP, donc des structures natives du langage, dans un format spécifique qui est généralement un format ouvert et interopérable. Par exemple, XML, JSON, YAML, protobuf pour des formats binaires un petit peu différents. Et généralement, les serializers, ça existe dans plein de frameworks, plein de langages de programmation. Ça permet aussi de fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre un format générique, type JSON ou XML, et puis de le transformer dans une structure interne qui va être comprise par le langage de programmation. Alors, qui parmi vous a déjà utilisé un serializer, quel que soit en Python, en Go, en Go? Ok, presque tout le monde. Et qui a déjà utilisé celui qui est fourni dans Symfony? Ok, la plupart d'entre vous, très bien. Et qui a utilisé une autre alternative type celui de Zen Framework ou JMS Serializer? Ok, que des érudits, super. On va pouvoir avancer un petit peu vite. Un petit peu plus vite sur ces parties initiales. Donc, à quoi ça peut servir? En gros, le serializer, ça va être un élément principal de l'interopérabilité entre applications, entre systèmes d'information. Le cas typique, moderne, c'est de l'API web. On va voir que demain, que API Platform est basé complètement sur le serializer de Symfony et il utilise la plupart des fonctionnalités en fait, qu'on va voir aujourd'hui ont été introduites pour les besoins d'API Platform dans le serializer de Symfony au départ. Et du coup, le but, c'est l'interopérabilité entre deux systèmes. Typiquement, ça va permettre de prendre des données, des objets PHP depuis notre serveur, les serialiser dans un format pivot, XML ou JSON, et puis de les consommer dans un autre langage de programmation, typiquement en JavaScript. On va pouvoir lire et décoder cette JSON et le transformer dans des objets natifs JavaScript en passant via une API REST. Ça peut aussi servir quand notre application va requêter des API externes. Imaginons que j'utilise l'API de Stripe pour gérer mes paiements. Je vais pouvoir requêter l'API JSON de Stripe. Et puis, les objets JSON, on peut les transformer en PHP assez facilement en tableau associatif. Sauf que ce n'est pas très pratique à utiliser. Il n'y a pas d'autocomplétion. Ce n'est pas strict en termes de typage. Donc, je vais plutôt avoir tendance à utiliser les objets natifs dans mon application. Du coup, je pourrais préférer utiliser un objet qui soit typé paiement avec une API publique qui soit clairement définie plutôt que juste du JSON ou juste un tableau associatif. Ça, c'est un cas d'usage typique du serializer. Autre cas d'usage typique, j'ai un système d'information qui est un peu complexe et qui est composé de différents services, voire de microservices si vous êtes au top de la fame et du buzz et que vous travaillez dans une grosse société américaine ou parisienne. Et du coup, vos applications, même au sein du même système d'information, peuvent avoir besoin de dialoguer entre elles. Et potentiellement, vous allez avoir une application qui est écrite en PHP, parce que vous êtes old school, et puis une autre qui va être écrite en Ruby, parce que vous avez des gens qui bossent à San Francisco, donc il n'y a pas le choix, c'est Ruby. Voilà. Le serializer va vous permettre très facilement d'échanger des flux d'informations entre ces deux applications qui utilisent des technologies différentes. Donc bref, le serializer, c'est un outil qui va favoriser l'interopérabilité entre systèmes et qui va permettre de transférer des données, des structures de données, d'un langage à une autre, d'une application à une autre. Alors,
ce composant, qui n'est pas le plus connu des nombreux composants qui est fourni dans Symfony, il est pourtant utilisé par pas mal de grands projets et de projets que vous utilisez probablement quotidiennement, peut-être en tant que développeur, mais à coup sûr en tant qu'utilisateur d'Internet. En particulier, c'est utilisé pour réaliser l'API de Drupal, c'est utilisé pour API Platform, c'est utilisé dans le framework full stack Symfony quand vous appelez, si vous avez le composant installé, ce qui est généralement le cas, et que vous appelez la méthode JSON d'un contrôleur, en fait, ça utilise le composant serializer de Symfony. Ce composant, il a été créé par Jordi Boggiano. Donc c'est le même Jordi qui a créé Composer et Monologue et tout un tas de bibliothèques très très utiles dans l'écosystème PHP en 2011, donc c'est-à-dire au moment de la sortie de Symfony 2.0. Ce n'était pas présent dans Symfony 1, ça a été introduit dans Symfony 2. À l'origine, ce composant faisait, vous pouvez le voir ici sur le screenshot de chez GitHub, 947 lignes. C'était un composant vraiment minimaliste, mais avec relativement peu de fonctionnalités, mais avec une interface et une API publique qui était très bien pensée, tellement bien qu'on n'a jamais eu besoin de la changer jusqu'à présent, et que ces interfaces minimalistes qu'on va découvrir tout au long de ce talk ont permis d'ajouter toutes les fonctionnalités qu'on va découvrir là. Bon, depuis, par contre, il y a 124 personnes qui ont bossé à ajouter de nouvelles fonctionnalités, à corriger des bugs, à rendre compatible avec de nouvelles versions de PHP, etc., etc. Maintenant, ce composant est un peu plus gros, il fait à peu près 15 000 lignes de code. Depuis quelques années maintenant, Jordi étant très occupé sur tout un tas d'autres projets extrêmement importants, c'est moi qui ai repris la maintenance et qui a ajouté pas mal de fonctionnalités, en particulier dans le cadre du développement d'API Platform, de ce composant. Alors, dans les grandes lignes, vous allez voir que c'est super simple à comprendre, la manière dont ça fonctionne. Hop. Ce grand schéma, vous pouvez aussi le retrouver sur la doc de Symfony. On a la phase de sérialisation. La phase de sérialisation, c'est transformer une structure native du langage, un objet PHP, dans un format ouvert interopérable, typiquement du JSON. Ok, donc en entrée, on a un objet, en sortie, on a du JSON. Première étape dans cette phase de sérialisation, c'est la phase de normalisation. On va prendre notre structure native et on va la transformer en tableau associatif PHP, en HMAP. Ensuite, la deuxième étape, c'est la phase d'encodage. Une fois qu'on a ce tableau dont on a strippé toutes les informations de type, toutes les choses spécifiques, on va pouvoir le transformer dans le format de sortie qui est supporté par le serializer de Symfony. On va voir qu'il y en a plusieurs, parce que la plupart des bibliothèques qui permettent d'encoder en JSON, en YAML, en protobuf, etc., prennent en entrée un tableau associatif. Pour la désérialisation, c'est un processus qui est complètement en miroir. On a en entrée, qui est saisi par l'utilisateur, qui vient d'une base de données, qui vient d'une API externe, un format générique, des données qui sont représentées sous forme de JSON, de XML ou autre. On va d'abord transformer, décoder ce format pour obtenir un tableau associatif PHP. C'est la phase de décodage. Et ensuite, ce tableau associatif, on va le dénormaliser, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour en extraire les informations et venir créer des objets PHP qui ont des types qui vont correspondre à ça. Ok, c'est clair? Normalement, c'est hyper facile d'utilisation. Hyper facile à comprendre les concepts, plutôt. Alors, deuxième grand pattern en fait, qui structure la manière dont on va travailler avec le serializer de Symfony, c'est le pattern Chain of Responsibility. On va voir dans la slide juste après qu'on peut enregistrer autant de normaliseurs, donc des choses qui vont transformer les objets en tableaux, et autant d'encodeurs, donc des choses qui vont transformer les tableaux en format générique type JSON, XML, etc., que l'on souhaite. La manière dont on va procéder, c'est que chacune de ces classes va implémenter une interface, respectivement normaliseur interface ou encodeur interface, qui va avoir une méthode nommée supports. Et chaque normaliseur va pouvoir dire « Ok, moi je sais transformer cet objet dans un tableau associatif » ou « Non, je ne sais pas ». Donc cette méthode, elle renvoie vrai ou faux. Si elle renvoie faux, le normaliseur suivant dans la chaîne est enregistré. On va voir que ça paraît bête, mais c'est très puissant, ça nous permet de faire des choses assez avancées. Le truc à retenir de ça, c'est que c'est toujours la première implémentation qui renvoie true qu'à la main. C'est-à-dire que si j'ai deux implémentations, deux normaliseurs qui sont capables de serialiser un même objet, c'est le premier qui sera enregistré, qui prendra la main, l'autre ne sera jamais appelé, il n'y a pas de merge, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, voyons un petit peu de code, voyons un petit peu comment ça marche. Pour l'installer, on utilise Composer, assez classique. Composer require Symfony/serializer. Tout au long de ce talk, sauf à la toute fin, ce que je vais vous montrer, c'est comment on utilise le composant Symfony, c'est-à-dire la bibliothèque PHP autonome que vous pouvez installer sur n'importe quel projet, Symfony full stack ou non. Et tous les exemples que je vais vous montrer, ça marche juste dans un fichier que vous allez pouvoir appeler machin.php et exécuter avec la commande PHP. Donc vous installez ce projet.
Ensuite, pour initialiser notre serializer, alors il me faut, c'est pas obligatoire, on peut faire les imports à la main, mais le mieux c'est d'utiliser l'autoloader de Composer, c'est un package Composer. Je crée une classe qui s'appelle, j'ai une instance d'une classe qui s'appelle serializer, c'est le point d'entrée de tout mon composant, qui implémente elle-même une interface, serializer interface, bref. Et je dois lui passer 2 paramètres, qui sont chacun, le premier, la liste des normaliseurs que je veux gérer, le deuxième, la liste des encodeurs. Et c'est là, en fait, que le pattern chain of responsibility va être initié. En fait, en interne, on utilise 2 classes, chain normalizer et chain encoder. Et en fait, on va boucler sur cette liste de normaliseurs, puis cette liste d'encodeurs, trouver le premier qui supporte l'objet qui a été passé en paramètre et déléguer à cette classe la création du tableau associatif. Donc juste avec ces quelques lignes de code, j'ai un serializer qui fonctionne. Alors, tout au long de ce talk, je vais utiliser le même exemple. On va faire une structure, un modèle de données qui va représenter une conférence. En l'occurrence, je ne me suis pas trop cassé la tête. Là, on a une instance de cette conférence. C'est le PHP Tour. Okay, alors, usage basique, c'est hyper facile. On prend notre service serializer, on appelle sa méthode serialize. Premier paramètre, la structure de données, l'objet que l'on veut encoder en JSON ou dans n'importe quel format supporté par le serializer. Deuxième paramètre, le type de format que l'on veut générer. Okay, à partir de là, on appelle cette méthode, on obtient un string qui est le format la représentation de l'objet qu'on a passé en premier paramètre dans le format demandé en second paramètre. Pour la désérialisation, c'est presque le même principe. À la différence que si je regarde mon JSON ici, que j'appelle la méthode deserialize, cette fois-ci j'ai 3 arguments. Pourquoi j'ai 3 paramètres ? Parce que dans mon document JSON ici, je ne peux pas savoir quel est le type PHP auquel ça correspond. Je sais que j'ai une propriété name, mais je ne sais pas quel est le type de l'objet. JSON me dit que c'est de type objet, mais ne me donne pas plus d'informations que ça. Je ne sais pas que c'est un objet de type conférence. Il y a certains formats, dont JSON-LD, une extension de JSON, qui permettent d'ajouter des métadonnées de type dessus. Mais ce n'est pas le cas du JSON de base, ce n'est pas le cas de la plupart des formats, en l'occurrence de tous les formats qui sont supportés nativement par le serializer de Symfony. Donc en deuxième paramètre, je dois dire quel est le type d'objet natif que je souhaite hydrater au moment de la déserialisation. Et troisième paramètre, c'est le format qui est passé en entrée, tout simplement. Donc là, si j'appelle deserialize de ce JSON-là, j'obtiens un objet qui est bien typé avec conférence. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé d'installer une bibliothèque pour faire ça? Est-ce que notre langage de programmation préféré, comme beaucoup d'autres, par exemple Go, ne supporte pas ça nativement? Malheureusement, non. Donc on pourrait se dire, on va utiliser la bibliothèque serialize, la fonction serialize qui est fournie nativement par PHP. Le nom colle bien, serialize, serializer, etc. Effectivement, ça prend un objet en premier paramètre, et ça permet de générer une chaîne de caractères qui va me permettre d'échanger ces informations d'une application à une autre. Seul problème, cette chaîne de caractères, seul problème, on va voir que c'est pas le seul problème. Premier problème, en l'occurrence, cette chaîne de caractères, elle a un format qui ressemble à du JSON. C'est normal, JSON, c'est le format interne de JavaScript, peu ou prou à la base, mais c'est pas du JSON. C'est un format complètement spécifique à PHP qui n'est compris que par PHP. Alors en termes d'interopérabilité, pour consommer ça en JavaScript ou en Ruby ou autre, c'est moyen, ça ne va pas forcément faire le job. Par contre, on voit qu'il y a un truc qui est vraiment bien, contrairement à JSON, c'est que les types sont préservés. Quand j'appelle la fonction unserialize, grâce aux métadonnées qui sont contenues dans ce string, je suis capable de réhydrater directement un objet de type conférence, ce qui n'était pas le cas ce qui n'est pas le cas quand on utilise JSON Decode. On va le voir après. Alors, du coup, en termes d'interopérabilité, c'est pas terrible, ça peut ne servir que pour stocker des données dans un cache, par exemple, et les réutiliser plus tard par mon application, éventuellement, même si on va voir que c'est pas forcément une très bonne idée, pour faire dialoguer 2 applications PHP dans la même version, dans le même système d'information ensemble. Deuxième problème, c'est que, excepté pour les usages internes de ce type-là, c'est pas sécurisé. Qui parmi vous connaît l'OWASP? Ouais, c'est top. Alors l'OWASP, c'est un organisme qui veille à la sécurité des applications web et qui édicte tout un tas de bonnes pratiques, de règles à suivre, de top des failles les plus utilisées, etc. Que devraient suivre, et les bonnes pratiques, tout développeur consciencieux devrait les suivre, parce qu'elles permettent de sécuriser les applications web que l'on produit. Et du coup, sur le site de l'OWASP, on retrouve tout un tas de guides sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour sécuriser ces applications. Et il y a quelques pages qui parlent spécifiquement de PHP. Et dans les trucs qui sont listés à ne pas faire, il y a une vulnérabilité connue qui s'appelle PHP Object Injection, et on nous dit, pour des entrées utilisateurs,
seulement dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser unserialize parce que en fait, ça permet, on peut forger le type d'objet à désérialiser. On a des méthodes, par exemple le constructeur, qui peuvent être appelées potentiellement automatiquement. Donc ça peut permettre d'exécuter à l'utilisateur d'exécuter du code sur notre machine. C'est un gros vecteur de failles de sécurité. Donc il ne faut pas l'utiliser, par exemple. On voit encore, quand on fait des audits, des applications où on envoie un truc serialisé avec serialize de PHP à l'application JavaScript. Et puis 2 pages plus loin, on a une requête en post où on récupère cet objet serialisé puis on le décode. Ça, c'est une énorme faille de sécurité et il ne faut pas le faire. On nous dit, utilisez plutôt les fonctions JSON à la place. Alors, allons-y. Du coup, on a deux autres trucs natifs dans PHP, JSON encode et JSON decode. Alors, JSON encode, ça a fait comme le serializer, donc ça nous paraît être un truc qui est plutôt pas mal. Okay, sauf que JSON decode, petit problème, il nous crée bien un objet à partir du JSON, mais cet objet, il a le type std class. En fait, JSON decode, malheureusement, n'est pas capable de retrouver le type d'origine de l'objet, le type natif de l'objet PHP. Donc ça va être une partie de la réponse quand on veut supporter le JSON. Le serializer de Symfony, pour son encodeur JSON, utilise ces fonctions-là, mais ça ne va pas être complètement suffisant. Donc, pas possible d'hydrater des objets non anonymes, non std class. Deuxième truc, pas beaucoup de fonctionnalités. Alors ça gère les références circulaires, mais on n'a pas la main sur comment ça les gère. Ça gère pas les groupes, les arbres, etc. Et tout ce qu'on va voir juste après. Alors, comment ça marche, le processus de serialisation d'un objet PHP vers un format ouvert tel que JSON? Alors, on a toujours notre classe, conférence, une propriété publique. Et on a le serializer utilisé tout à l'heure. C'est juste un rappel. D'abord, phase de normalisation. Alors, c'est assez facile. Il nous faut un normaliseur. Il y en a un, on va voir qu'il y en a plusieurs qui sont fournis par défaut dans Symfony. Property Normalizer. Il est assez bête, celui-là. Il va prendre les clés qui sont fournies dans le... Il va prendre notre objet PHP, il va chercher toutes ses propriétés publiques, et il va créer un tableau avec nom de la clé, nom de la propriété publique, valeur associée à cette propriété publique. Mais il n'utilisera que les propriétés publiques. Du coup, notre objet, ça tombe bien, il utilise des propriétés publiques. J'appelle la méthode normalize de mon normaliseur, et j'obtiens un tableau associatif qui correspond à la structure de mon objet. Chose importante et intéressante, le serializer de Symfony implémente lui-même la normalizer interface, et c'est donc lui aussi un normaliseur. Du coup, on peut appeler directement serialize normalize, qui va déléguer au premier normaliseur enregistré, dont la méthode supports renverra true, pattern chain of responsibility. Donc là, en l'occurrence, le serializer va déléguer au property normalizer. On va voir après que c'est très important que le serializer soit capable d'implémenter cette interface, parce que ça va nous permettre de faire de la normalisation récursive qui supporte différents types. Pour l'encodage, exactement le même principe. Je passe un peu plus vite là-dessus. Donc, on a un encodeur, typiquement JSON encodeur. On lui passe en paramètre un tableau associatif, le format que l'on veut en sortie, et voilà, on a le résultat. Le serializer implémente l'encodeur interface, donc le serializer est lui-même un encodeur, et on lui passe la liste des encodeurs supportés en deuxième paramètre. OK ? La sérialisation, c'est le couplage de ces deux phases du processus. Ces deux snippets ont exactement la même sortie. C'est-à-dire que je normalise l'objet, puis je l'encode. Et quand on appelle la méthode serialize, c'est ce qui est fait en interne, sauf que, en plus, la classe serializer implémente ce système de délégation au normaliseur et me permet d'enregistrer plusieurs normaliseurs et d'en avoir qui sont spécifiques à certains objets. On va voir des exemples après. Désérialisation, processus inverse, ça ne va pas vous surprendre, ça fonctionne exactement pareil. D'abord, cette fois-ci, on décode. Donc on prend notre string, notre JSON, notre YAML, etc. Et on le transforme en tableau associatif, encodeur interface. Le serializer est lui-même un décodeur interface, et il a une méthode décode, il est capable de faire la même chose, et il va déléguer au décodeur qui va lui être enregistré, qui va lui être passé en second paramètre. Dénormalisation. Cette fois-ci, on passe en paramètre de la méthode denormalize un tableau associatif, et en second paramètre obligatoire, le type que l'on veut récupérer en sortie. Donc là, en l'occurrence, c'est un type conférence. Et on obtient l'objet natif de PHP. Vous voulez voir, comme vous pouvez le voir, là, c'est la sortie de vardump, qui va correspondre, qui va être hydraté. Donc là, en fait, ce que va faire le normaliseur, c'est qu'il va passer sur chacune des clés du tableau associatif. Il va chercher une propriété publique, uniquement public, qui correspond dans l'objet du type conférence qui a été créé, puis il va associer les valeurs de la clé du tableau à la propriété publique.
Le serializer, c'est un dénormaliseur. Je pense que vous commencez à avoir compris le truc. Bien entendu, la désérialisation, c'est le pendant de la sérialisation. D'abord, on décode le string qui contient un format standard qui a été fourni, et ensuite on le dénormalise. Donc ces deux snippets, là encore, font exactement la même chose, ont la même sortie. À la différence que, là aussi, la classe serializer implémente le pattern, utilise une classe qui implémente le pattern chain of responsibility, et on va pouvoir avoir des classes, des dénormaliseurs spécifiques pour certains objets. Alors, nativement, dans Symfony, vous avez le choix, et vous devez choisir quel normaliseur pour objet natif, standard, vous voulez utiliser. En l'occurrence, vous avez trois classes. Property normalizer, on vient de le voir. GetSetMethodNormalizer, c'est à peu près le même type, à la différence que lui, au lieu d'utiliser les propriétés publiques pour normaliser ou dénormaliser, il utilise les méthodes get, set, is et as pour accéder aux données. Donc il n'ira jamais voir ce qu'il y a comme propriété, il ne va pas utiliser la réflexion ou quoi que ce soit, il va utiliser les accesseurs, s'il y en a. Et finalement, on en a un peu plus malin, le Object Normalizer, qui est celui qui est utilisé par défaut quand vous utilisez le framework full stack, qui lui va être capable de lire les propriétés publiques, les getters, les setters, les isers, les hasers, donc il va avoir les capacités des deux autres réunis, et en plus, il va aussi être capable d'accéder au contenu des collections des tableaux qui vont être en relation à votre objet en utilisant les méthodes add et remove sur les tableaux. Et on peut lui activer des options pour utiliser les méthodes magiques call et get si on utilise ce type de convention dans notre projet. Du coup, il va être capable de gérer tout type d'objets. Si vous utilisez une bibliothèque externe, par exemple, c'est assez pratique. Si vous avez des objets qui mixent les différents styles, c'est assez pratique aussi. En fait, ce composant a une dépendance qu'il faut installer en plus, Symfony Property Access. Donc ce composant Symfony fait exactement ça. Il est capable de prendre un objet qui suit n'importe quel style de codage et d'accéder, un objet ou un tableau d'ailleurs, et d'accéder à ces données-là, à ces propriétés, comme son nom l'indique. Alors si j'ai un objet un peu tordu, un ID qui est privé, accessible en lecture sun via un getter. Et en revanche, une propriété publique, name, qui elle est une propriété publique, bah, du coup, ni getSetNormalizer, ni Property Normalizer n'est capable de travailler avec cet objet-là. Pour Property Normalizer, ici, j'aurai comme sortie juste name, parce qu'il ne va pas aller chercher le getter. Et pour getSetMethodNormalizer, bah, j'aurai juste ID, parce qu'il ne va pas aller chercher la propriété publique. Avec Object Normalizer, c'est un petit peu plus puissant, il est capable de gérer tout type d'objet. Donc, excepté quelques questions de performance, c'est celui qui est recommandé. Alors, en plus de ces trois normaliseurs pour les objets génériques, on a aussi des normaliseurs dans Symfony pour des objets spécifiques. Et là, on en a tout de suite un petit peu plus. Le premier, Data URI Normalizer, il va pouvoir gérer des types particuliers, SPL File Info, File Object et HTTP Foundation File. Donc c'est à chaque fois, celui-là c'est un normaliseur et un dénormaliseur. Donc, quand il va rencontrer ce type d'objet, au lieu de juste regarder l'ensemble de ses propriétés qui ne vont pas nous servir à grand chose en fait, qui vont des métadonnées principalement, et de les serialiser, il va transformer ces fichiers, donc ces classes qui représentent des fichiers sur le disque généralement, en data URI. Donc le data URI c'est un format standard, commence par data 2 points, suivi d'un type MIME, suivi du contenu du fichier lui-même en base 64. Et du coup ça marche tout seul quand vous utilisez ce normaliseur-là. Et à l'inverse, il est capable de prendre une data URI, de la transformer en SPL File Object, et vous allez ensuite pouvoir stocker sur votre disque dur, sur S3 ou sur quelque chose comme ça. Ensuite, on a deux normaliseurs qui gèrent les dates, les objets datetime et dateintervalle. Donc pareil, dans les deux sens, ils vont nous permettre de transformer notre date en format standard ISO 8601 ou notre date intervalle, et à l'inverse, de prendre ces formats de date standard, paf, et de faire l'opération inverse, au lieu d'avoir juste le string qui est cette date-là, d'avoir en échange une instance de datetime ou une instance de date intervalle. On en a un tout nouveau dans Symfony 4.1 qui a été ajouté par Grégoire Pinault, qui permet de prendre en entrée, alors celui-là il ne fait que de la normalisation, pas de dénormalisation, des erreurs qui sont renvoyées par le composant validateur de Symfony et de les standardiser dans un format lui aussi standard, la RFC 7807, qui permet pour les API d'envoyer au client les erreurs de validation de manière standardisée. Du coup, ça, c'est nouveau, ça marche. Vous en passez juste votre constraint violation list qui est renvoyé par le composant validateur et vous avez un format standard que les clients JavaScript peuvent comprendre. Et puis, on a l'émulation de JSON Serializable pour ceux qui connaissent. Donc, ça permet de dire, quand on fait un JSON en code, quelles sont les propriétés de la classe que l'on souhaite normaliser. Bah, du coup, on a le support de ça aussi dans le serializer de Symfony.
Alors, voyons comment ça marche. On ajoute un peu plus de propriétés sur notre classe. Une date, un logo. Et quand on instancie notre objet, on lui cède ses propriétés, sauf que pour la date, c'est pas juste un string, c'est une instance de datetime immutable. Et pour le logo, c'est pas juste un logo, c'est une instance de SPL file object. Donc on lit dans le répertoire courant ce fichier qui est le logo du PHP Tour en PNG. Il faut que j'enregistre ces nouveaux normaliseurs. Et attention, j'ai dit au tout début que la priorité comptait. Object Normalizer, il s'est encodé, il s'est normalisé tout objet, y compris les datetime, y compris les SPL file info. Il n'en fait pas grand-chose, il prend juste toutes les propriétés internes et puis leurs valeurs et puis les encode, mais techniquement parlant, il sait le faire. Du coup, les datetime et data URI, on doit les enregistrer avant pour qu'ils aient la priorité. Je sérialise mon objet, et là, cette fois-ci, je vois que ma date, c'est pas un objet qui contient toutes les propriétés du datetime normalizer, mais c'est une date au format standard ISO, et que mon logo, eh ben, c'est une data URI. Donc plutôt pratique. Bien sûr, vous pouvez créer vos propres normaliseurs. Alors, pour que ça marche, il y a une petite astuce quand même. On a dit que le serializer, il était lui-même une instance de normalizer interface. En fait, il y a une interface spéciale à implémenter, qui sont implémentées par property normalizer, object normalizer et getSetMethod normalizer, c'est celle-là, serializer over interface. Ce que ça signifie, c'est que quand un normalizer va normaliser un objet générique, pour chacune des valeurs associées aux propriétés de cet objet, au lieu de s'appeler lui-même récursivement, il va déléguer au serializer de Symfony. OK ? Ça signifie que dans mon exemple précédent, conférence, le root object du graphe, eh ben, lui, il est normalisé par object normalizer. Mais ensuite, ses propriétés date et logo, on appelle la méthode normalise du serializer lui-même, dont sont enregistrés de manière prioritaire le data URI et le date normalizer. Donc ces propriétés, au lieu d'être serialisées par object normalizer, elles sont serialisées par le datetime normalizer et respectivement data URI normalizer. Okay, donc ce truc-là, il est un petit peu... C'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser juste le normalizer, object normalizer directement. On n'aura pas ce support-là. Alors, on a aussi tout un tas de formats qui sont gérés nativement par Symfony. Et à ma connaissance, c'est le serializer disponible qui gère le plus de formats. On a le support du JSON qu'on utilise depuis le départ, du XML. Si vous voulez contribuer à l'open source, celui-là, il mériterait un petit lifting. Donc, voilà. On a aussi depuis Symfony 3.3 le support du CSV, ce qui est super pratique quand vous faites des API, parce que la première demande de votre client, ça va être ouais, mais ce truc-là dans mon dashboard, c'est bien, mais je veux l'ouvrir dans Excel. Bon, bah maintenant, avec le normalizer de Symfony, vous le serialisez en JSON pour votre API. Vous pouvez juste passer CSV en format, puis vous obtenez un CSV qui peut ouvrir dans Excel. C'est plutôt pratique. C'est mon préféré. Et on a un dernier, YAML encodeur, qui permet de transformer mon objet en YAML. Alors, API Platform fournit tout un tas de normaliseurs hypermédias pour des formats spécifiques d'API. Il y a le support de GraphQL, JSON API, HAL et JSON LD et Hydra. Et du coup, vous pouvez juste utiliser ces classes-là si vous installez API Platform pour venir enrichir le serializer de Symfony avec des formats un peu plus haut niveau. Alors, j'enregistre le support de tous mes formats. Je veux un truc qui me permette de gérer un peu tout ce que je souhaite. Et puis, si cette fois-ci je demande du XML, mon objet, il est représenté sous forme de document XML. Si je veux du CSV, j'obtiens un CSV que je peux ouvrir dans Excel qui contient mes données. Vous voyez que mes normaliseurs spécifiques sont appelés aussi à chaque fois. Si je veux du YAML, il me faut le composant YAML d'installer, sans quoi j'aurai une erreur qui me dit installer le composant YAML. Il n'y a pas de secret, et pareil. Autre fonctionnalité intéressante, les groupes de sérialisation. Imaginons que je souhaite avoir des représentations partielles de mes objets. Cas typique, je suis en train de faire le cible de la FUP, parce que j'ai envie d'aider la FUP, c'est une asso super, tout ça. Et du coup, j'ai mon objet conférence. Sur chaque conférence, j'ai une liste de speakers. Je veux que sur la page de liste des conférences de la FUP, bon, il y en a deux, un PHP Tour, Forum PHP, je veux juste le nom de la conférence. Okay. Par contre, quand je clique sur un événement, voilà, je veux le nom, la date, la liste des speakers. Et la liste des speakers, dans cette liste, je m'en fous de l'ID du speaker. Par contre, je veux aussi pouvoir afficher le nom du speaker et sa compagnie. Du coup, j'ai une annotation qui est fournie par Symfony, @groups, et je peux assigner des groupes à chaque propriété. Donc là, en l'occurrence, j'assigne les groupes item à toutes mes propriétés sauf à l'ID speaker et le groupe list que j'assigne juste au nom de la conférence. Alors, c'est un string, vous mettez ce que vous voulez. Je trouve que la notation 2 points elle est assez lisible, mais c'est vrai, si vous voulez des tirets bas, des tirets, des dièses, ça marchera aussi.
Si vous voulez mapper en XML ou en YAML, ça marche. Là, pour le support des annotations et des métadonnées, j'ai un petit peu plus de classes à instancier. Si vous utilisez le framework full stack, pas besoin de ça. Donc là, j'ai les annotations, donc il me faut un class metadata factory qui va me permettre d'extraire les métadonnées liées à la classe que je vais encoder. Puis il me faut annotation loader et annotation reader de doctrine pour lire ça. Cette classe metadata factory, je la passe en paramètre de mon object normalizer. Ça marche aussi avec property normalizer ou getSet method normalizer. Et voilà, c'est prêt. J'ai un troisième paramètre nommé contexte que je n'ai pas trop utilisé jusque-là qui me permet de passer des options des int à mes normaliseurs et à mes encodeurs. Il y a quelques options supportées par défaut, donc groups. Je passe un tableau des groupes que je veux appliquer. Là, je veux juste le nom. On peut voir que la propriété name est serialisée et toutes les autres, vu qu'elles ne sont pas marquées avec le groupe list, elles sont juste ignorées. Si j'appelle le groupe item, je peux voir que là, j'ai toutes les propriétés que j'ai marquées avec le groupe item, y compris dans la normalisation récursive. Okay, donc là, on peut voir que l'ID est exclu, mais le name et le compagnie, vu qu'il est marqué avec conférence item, il est bien normalisé. Si j'oublie ou que volontairement je ne passe pas cette option, donc ce que j'ai fait depuis le départ, les groupes sont juste complètement ignorés, ça marche comme si je n'avais pas mis les annotations sur mon objet. Alors, depuis Symfony 3.3, il y a un truc encore mieux, qui est super pratique si vous voulez faire du GraphQL, par exemple, c'est les sélections d'attributs spécifiques. Là, je n'ai pas de métadonnées à ajouter du tout. Je peux dire dynamiquement, au moment où je vais lancer la sérialisation ou la désérialisation, je peux passer un tableau qui a une clé qui s'appelle attributes par convention. Et ensuite, je dis, je veux l'attribut name. Je veux l'attribut speakers. L'attribut speakers, c'est lui-même un objet, c'est lui-même une relation. Donc pour l'attribut speakers, je veux en plus son ID. Et je peux imbriquer comme ça autant de relations que je veux. Le normalizer, il obéit à ce que je lui ai dit et il va ne me normaliser que les attributs que j'ai demandé en paramètre. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On a un attribut dans l'URL fields, on laisse passer un tableau dans l'URL qui correspond à ça, on passe ça en option du serializer de Symfony, ça veut dire que mon client JavaScript peut demander exactement que les données dont il a besoin, plus d'under ou d'overfetching. Dénormalisation des tableaux. Alors, on a un dénormaliseur spécifique qui permet de dénormaliser des tableaux d'objets, ce qui n'est pas si simple que ça, en fait, quand on y réfléchit. J'ai un document JSON, c'est un tableau qui contient lui-même des objets qui doivent être mappés avec le type conférence. Il n'y a aucune manière simple pour le serializer de deviner ça, parce que j'ai aucune métadonnée qui me permette de le savoir dans le JSON. En fait, quand j'ai enregistré ce dénormaliseur, j'ai une notation spécifique. Je peux mettre le nom de ma classe, notation crochet-crochet, comme dans la PHP doc. Et grâce à ça, on voit que là, j'ai bien un tableau d'objets de type conférence qui est désérialisé. Encore plus avancé, encore plus compliqué, la dénormalisation récursive. Alors, pour la normalisation, j'ai un objet conférence qui est lié avec des objets speakers. Les types sont inclus, sont connus par PHP, donc il n'y a pas de problème. Par contre, dans mes JSON, ce n'est pas le cas, j'ai aucune notion de type. Donc je ne peux pas savoir que ce qui est lié à la clé speakers, c'est un truc de type speakers et pas d'un autre type. Et ça, en PHP, on ne peut pas trop le savoir non plus. Alors, sur ce cas ici, voilà, j'ai un document avec un nom, une date, un logo. Comment je peux savoir que dans ce logo-là, ce n'est pas juste un string, mais c'est en fait quelque chose qui va être mappé avec un SPL file object. En PHP, on ne peut pas donner de type aux propriétés. C'est bien dommage, mais ce langage de programmation ne me permet pas encore de le faire. Alors, on va devoir l'aider. On va installer un autre composant Symfony qui s'appelle property info qui me permet de choper des données sur les types de mes propriétés. Il va être capable d'extraire ces données de plusieurs sources de métadonnées. Soit s'il y a des getters, des setters liés à cette propriété, il va faire de la réflexion, il va trouver quel est le type int du getter ou du setter ou le retourne type. Et il va du coup déduire que la propriété a ce type-là. Soit il va lire la PHP doc. Soit s'il y a un mapping doctrine, il va trouver le type PHP qui correspond au mapping de la colonne de base de données qui est mappée avec cet objet. Une fois qu'on a ça installé, il faut quand même aider le serializer, il faut lui dire via l'une de ces sources de métadonnées-là, getter, setter, doctrine ou autre, quel est le type de cette propriété. Donc là, on dit que c'est les datetime interface, et là, c'est SPL file object. Dès qu'on a fait ça, c'est magique. J'ai mes normaliseurs qui sont enregistrés. Je passe le composant property info en instance voilà, parce que ça va être utilisé par le object normalizer, donc il faut que je lui passe en 4e paramètre. Et à partir de là, Symfony, le serializer Symfony va lire les types de mes propriétés et va indiquer au serializer quand il fait la dénormalisation des relations de manière récursive.
Et ben, il va lui indiquer que dans ma propriété date, il faut utiliser le datetime normalizer parce que c'est de type datetime. Il faut créer un objet et pas juste un string. Pareil pour mon logo, je m'en fous du base64 en forme de string. Je veux un objet de type SPL file object et ça va être créé dynamiquement si j'ai ces dépendances d'installer. Encore mieux, grâce à ce composant, je vais pouvoir régler un problème de sécurité connu et très difficile à régler en PHP. Hop, je passe un peu plus vite là-dessus, je vais vous montrer l'exemple directement. J'ai dit que ma propriété, ça devait être un int. Sauf que l'utilisateur de mon API, il me passe un string. C'est bien un nombre valide, mais c'est un string. Le type ne concorde pas. Très difficile à gérer en PHP parce que mes propriétés, elles ne sont pas typées. Alors qu'un getter et qu'un setter, on peut quand même s'en sortir un petit peu mieux. Juste parce qu'on a installé le composant property info, automatiquement, le serializer de Symfony va automatiquement vérifier les types lors de la dénormalisation pour vous. Et s'il y a une erreur de type, en l'occurrence, là, ici, on a passé un string alors qu'on veut un int, le normaliseur de Symfony va tout de suite lever une exception. Et c'est désactivable, bien entendu. Ça tombe bien parce que quand on regarde les guides OWASP, toujours pareil, ça doit être votre bible quand vous faites des API ou des applications web, ils nous disent que l'une des règles à respecter en validation, c'est de faire en sorte de vérifier les types qui sont fournis dans les documents via nos API. Et c'est pas si simple à faire que ça en PHP. Maintenant, vous avez une solution. Alors, on continue sur les grandes fonctionnalités. Puis après, je vous laisserai quelques minutes pour les questions. Je veux faire un put. Je veux pouvoir mettre à jour un objet existant, un put ou un patch. Bon, j'ai récupéré un objet depuis ma base de données, là, ma conférence. Mon utilisateur me fournit juste un nom à mettre à jour. Ça tombe bien, le PHP Tour, ça va s'appeler LAFUBD l'année prochaine, donc je veux mettre à jour le nom de ma conférence dans ma base de données. J'ai une clé, Object to Populate, où je peux passer l'instance existante de mon objet. Dans ce cas-là, le serializer ne va pas créer un nouvel objet, mais il va juste mettre à jour l'existant. Et vous pouvez voir dans le résultat que voilà, toutes les propriétés ont été préservées. Si c'est un objet doctrine, le proxy sera toujours là, etc. etc. C'est vraiment la même instance, sauf qu'on a changé cette propriété. On peut mettre à jour via les constructeurs. Vous avez une propriété privée ou publique d'ailleurs, et il faut l'instancier au moment où on crée l'objet. Eh ben, rien à faire, Symfony le gère automatiquement pour vous. Il va être capable de détecter là que j'ai un $ID, il me le faut, j'ai une propriété qui s'appelle ID, je vais aller chercher dans le document qui m'est fourni la clé qui est ID, je vais la passer au constructeur au moment de la construction. Nous, pratique pour les value objects si vous faites du DDD. Nouveau depuis Symfony 4.1, vous pouvez même maintenant lui dire, bon l'utilisateur malheureusement il ne m'a pas fourni d'ID, mais je veux mettre une valeur par défaut, et ben, si vous la passez via cette option-là, elle sera utilisée. Référence circulaire. Oups. Hop. J'ai un speaker, il y a une compagnie qui est liée au speaker, qui est liée à la compagnie, qui est liée au speaker, qui est liée à la compagnie. Stack Overflow ou Memory Limit Exception, c'est pas terrible et c'est ce que font les normaliseurs natifs. Symfony est le plus malin, il détecte l'exception et il vous balance une erreur en disant attention, il y a une référence circulaire, je ne peux pas normaliser ça. Et vous pouvez l'aider. C'est un objet doctrine, vous dites si tu rencontres ça, j'enregistre un handler et tu vas juste me mettre l'ID de ce document. Ok, je mets l'ID de ce document et quand la référence circulaire est détectée, cette fois-ci, la valeur, au lieu d'être sérialisée voilà, comme ça de manière récursive, c'est le handler qui est appelé, c'est le retour du handler qui est injecté. Arbre, ouais, et on peut changer la limite si on veut qu'il y ait 3, la limite soit 3. On configure la limite à 3, on a une profondeur de 3. Les arbres, ça marche pareil. J'ai un menu avec différents niveaux. Ici, j'en ai 3 en l'occurrence. J'utilise une annotation. Je dis que je veux sérialiser que 2 au maximum. Une profondeur de 2. Je dois l'activer via le contexte. Je dis, voilà, j'active la sérialisation maximum. Vous voyez que le niveau 3 n'est pas sérialisé alors qu'il est dans l'arbre de graphe. Donc je peux, comme ça, limiter la profondeur comme je le veux. Nouveau dans Symfony 4.1, un handler qui permet de dire, bah voilà, là, au lieu de juste pas le sérialiser, tu vas le sérialiser, tu vas mettre un truc du genre, attention, il y a plus de niveaux, mais je les ai skippés parce que je ne veux pas renvoyer une réponse qui est gigantesque. Donc si vous faites des arbres, pensez maxdes. Dernier truc, et je vous laisse tranquille. Les normaliseurs de Symfony, DataURI, DatURI, etc., ils implémentent la normaliseur interface. Et parfois, je veux pouvoir avoir une sortie complètement custom pour mon objet à moi. Ben, c'est super facile de créer ses propres normaliseurs. J'ai juste une interface implémentée. Je dis quel objet je supporte. Ici, je supporte que conférence. Et là, je veux sérialiser ça en JSON-LD pour que Google soit capable de le comprendre avec les rich snippets. Il faut que je mette ça
Je rajoute ça en plus. Du coup, je crée mon handler spécifique et là, j'ai le contrôle complet de la sortie qui va être retournée pour cet objet-là et ça va être utilisé automatiquement par Symfony, à condition que je l'enregistre avec une priorité haute. Donc, tous les objets de type conférence seront normalisés par ça et tous les autres seront normalisés par mon property normalizer comme depuis le début. On a instancié plein de classes, c'est un peu chiant, c'est pas forcément hyper pratique. Si vous utilisez Symfony 4 et non pas juste le composant isolé dans votre projet comme peut le faire Drupal, au lieu de faire Composer require Symfony serializer, tapez ça Composer require serializer. Ça va installer le serializer pack qui va permettre d'installer configurer tous les normaliseurs et tous les encodeurs qu'on a vus aujourd'hui, qui va installer Object Normalizer, qui va ajouter le support des annotations, qui va tout instancier pour vous. Dans n'importe quelle classe ou dans n'importe quel service, dans n'importe quel contrôleur, type int serializer interface, et vous avez accès à toutes les fonctionnalités qu'on a vues défiler aujourd'hui. C'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques trucs. Je suis encore là demain pour vous parler de REST et de GraphQL. Et tout ce qu'on va voir demain, c'est implémenté avec ces primitives qu'on a vues aujourd'hui. C'est bien, c'est en lien. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a le temps, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Et en plus, j'ai 2 réponses toutes faites pour il y a quoi dans Symfony 4.1 et c'est quoi la différence avec JMS Serializer. Ça, c'est juste... Merci. Oui. C'est quoi la différence avec JMS Serializer? Alors, comme mon truc était trop long, je l'ai caché, mais c'est un truc qui vient tout le temps. Alors, il y en a pas mal en final des différences. Déjà, première réponse, ça sert à la même chose, exactement la même chose. Là-dessus, il n'y a pas de différence. D'abord, elles sont techniques. Alors, on a vu comment ça marchait le Serializer Symfony. JMS Serializer, c'est pas pareil. Ça utilise le pattern visitor, c'est une autre stratégie qui est tout aussi valide. Il y a pas de, c'est juste que ça marche pas pareil. Donc, techniquement, il y a quand même pas mal de différences. Ensuite, si moi j'ai commencé à bosser sur le serializer de Symfony, c'est à la base pour une question juridique. C'est que Symfony, c'est MIT. JMS Serializer, c'est, mais attention, ça va changer, Apache V2. Et ce qui est super chiant, pour API Platform, on voulait garder la possibilité d'intégrer API Platform dans d'autres solutions. Il y a des discussions pour Joomla, par exemple, pour faire l'API de Joomla avec API Platform. Et Joomla, malheureusement, c'est sous licence GPL V2. Et la licence Apache V2, elle est incompatible avec la licence GPL V2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas importer de code Apache 2 dans du code GPL2, alors qu'on peut importer du code MIT. Et c'est à la base pour cette question juridique qu'on n'a pas choisi de ne pas utiliser JMS Serializer dans API Platform. Alors ça, depuis, ils ont saboté mon talk, c'est aussi pour ça que j'ai retiré la slide. Depuis hier, ça a changé. Le nouveau mainteneur de JMS Serializer est en train de demander l'accord de tous les contributeurs qui ont travaillé sur ce projet à un moment ou à un autre pour que la licence change vers MIT. Donc quand tous les contributeurs acceptent, s'ils acceptent, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas parce que ça va enlever pas mal de problèmes à plein de monde, le problème juridique sera parti. Mais les raisons historiques seront toujours là. Ensuite, bon, il y a quand même pas mal d'autres petites différences. Les formats, il y a plein de formats qui sont supportés nativement maintenant par le Serializer Symfony, donc des trucs un peu avancés, genre les dates, genre les data URI, etc. Il n'y a que JSON et XML pour JMS Serializer. Et puis le process. JMS Serializer, c'est un projet qui a été non maintenu pendant très longtemps. Là, maintenant, ça a été réactivé assez récemment. Il n'y a que 2 personnes, dont une personne active qui s'en occupe. Ça suit SEMVer, mais c'est tout. Serializer Symfony, ça fait partie de Symfony depuis le départ. Donc, ça a tout le process de qualité de Symfony. Ça bénéficie des 15 membres de la core team. S'il y en a un qui s'en va, s'il y en a un qui arrête, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui reprendront le boulot. De l'upgrade pass, quand il y aura Symfony 5 puis Symfony 6, vous pourrez toujours très facilement mettre à jour le Serializer vers les nouvelles versions, ce qui n'est pas garanti juste par SEMVer. Le fait qu'on sait tous les avantages de Symfony habituels, on sait quand ça sort, on sait qu'on pourra mettre à jour facilement, on sait que c'est testé intensivement sur toutes les plateformes, etc. etc. Voilà. Une autre question? La question, c'était quoi? Non, je demande s'il y a une autre question. Ah. Moi j'en ai une. Ouais. Que du coup, JMS, ce qui permet de faire aussi, c'est de pouvoir faire un lien entre ton objet que tu veux désérialiser et changer le nom de la clé en fait. Ouais, la clé support des classes abstraites, en gros. Peut-être. Ouais. En gros, arrobas discriminator en map. gros que ton get set des normaliseurs là, ils prennent pas, par exemple, tu dis le nom de ta conférence, finalement ça va s'appeler, je sais pas, autre chose. Ouais, ok. Alors dans Symfony, je l'ai pas montré là, il y a un truc qui fait pareil, ça s'appelle les name converters.
Tu as plein de stratégies, par exemple, pour lui dire je veux faire du camel case, je veux faire du kebab case, je veux faire ce genre de truc. Tu peux du coup avec ça customiser le nom en sortie. Et il y a une PR qui est en attente depuis un moment et qui va bien finir par être mergée, qui ajoute le support de toutes les annotations qui permettent de faire ça dans JMS Serializer, c'est copier-coller dans le serializer de Symfony. C'est juste qu'elle mérite aussi un petit peu d'amour et que quelqu'un la finisse complètement. Donc c'est juste une couche au-dessus des name converters qui permettent déjà de le faire, mais qui est un peu plus agréable parce que ce sera avec des annotations plutôt qu'une classe à implémenter. Voilà. Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps, désolé. Ouais. Ah, après Mais c'est la pause, t'as qu'à aller lui demander. Voilà. Merci beaucoup.